Un homme, un seul homme, a galvanisé tout un peuple et précipité l'Europe entière dans la folie destructrice du nazisme. Hitler, le plus grand monstre de l'histoire. Hitler, l'homme qui a envahi l'Europe. Hitler, l'ordonnateur du génocide des Juifs. Adolf Hitler, peu de noms dans l'histoire suscitent un tel sentiment d'horreur absolue, de haine. Le Führer est responsable de plus de 50 millions de morts et de l'enfer concentrationnaire. Un traumatisme qui a marqué des générations. Et pourtant, on le sait moins, celui qui deviendra le leader national-socialiste était un jeune homme qui s'imaginait même un destin d'artiste. Il a effectivement un bon coup de crayon. Le jeune Adolf Hitler, enfant solitaire, banal et médiocre, peint, il dessine et très rapidement, il se croit même doué d'un talent particulier et se pense génial. Rien ne peut arrêter une personnalité mégalomane puisqu'il se prend pour un dieu. Mais en une journée, l'histoire de ce garçon va basculer. Ce jour particulier va révéler l'imposture d'Hitler, de ce jeune homme qui se pensait exceptionnel. Ce qui est évident, c'est que la mythologie de l'artiste l'habite. Et l'art va être pour lui une quête toute sa vie. Le 9 octobre 1908, son destin va être contrarié. Adolf Hitler est recalé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Hitler n'a qu'un talent, le talent de la haine. Le talent de la peinture, il ne l'a jamais eu. Ce jour-là, Hitler réalise qu'il n'est pas celui qu'il rêve d'être. Le dictateur gardera pour toujours une immense frustration née de cet échec. Il y a une obsession totalitaire et de maîtrise qui vient de sa vocation de peintre raté. Un enchaînement d'événements dans l'enfance du futur dictateur va expliquer cette rupture de la vie du jeune Hitler, cette journée si particulière qui le marquera à jamais. Je vais donc vous raconter ces faits méconnus de la vie du Führer qui ont conduit ce jour-là l'histoire à basculer. Le 9 octobre 1908 est un jour bien particulier. Ce matin-là, dans le froid de Vienne, un jeune homme quitte sa chambre. Une chambre qu'il partage avec son ami August Kubitschek au 31 Sturmbergasse à Vienne. Le jeune homme de 18 ans s'appelle Adolf Hitler et ce matin du 9 octobre 1908, il va chercher des résultats décisifs pour lui. Le verdict vient de tomber. Adolf Hitler est recalé. Il ne rentrera pas dans la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Vienne. La vie du jeune homme bascule et avec elle, on le découvrira bien plus tard, l'histoire de l'Europe. À cette époque, Hitler est un jeune peintre autrichien. Il a passé le concours d'entrée des Beaux-Arts, une institution de référence pour tous les artistes européens. Et pour lui, au fond, ce concours ne doit être qu'une formalité parce qu'il est convaincu de son talent. Après tout, il rêve d'être artiste depuis qu'il est tout petit. L'écrivain Erich Emanuel Schmidt est l'auteur du roman La part de l'autre, sur le jeune Adolf Hitler qui rêve de réussir le concours des Beaux-Arts de l'Académie de Vienne. Avec lui, nous allons tenter d'en savoir plus sur les raisons qui vont faire que cette journée est si singulière pour le futur Führer. Erich Emanuel Schmidt, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un début d'existence et une petite enfance heureuse, Adolf Hitler. Hein. Non, c'est une enfance terne, avec des gens assez ternes autour de lui. C'est une enfance rêveuse, je crois. Le jeune Adolf naît le 20 avril 1889 à Braunau, une petite ville de l'Autriche, dans une famille de la petite bourgeoisie de l'Empire austro-hongrois.
Il est élevé avec sa jeune sœur, Paola, alors que sa mère a déjà perdu 3 autres enfants. Très vite, la famille Hitler quitte Braunau pour la ville de Linz. Cette bourgade de Haute-Autriche incarne pour beaucoup le berceau du mal, là où Hitler va grandir et commencer sa scolarité. Linz, qu'est-ce que c'est que Linz? On ne connaît pas très bien. Linz, nous, Français. Linz, c'est une ville magnifique, qui a un passé extraordinaire, particulièrement à la Renaissance. C'est une ville merveilleusement construite, c'est une ville de culture, c'est une ville où il y a un très bel opéra. D'ailleurs, Hitler va aller pour la première fois à l'opéra à Linz et va être ébloui. Et ça va beaucoup compter dans sa formation, l'éblouissement qu'il a reçu en entendant Wagner, en entendant Weber, en entendant le grand opéra allemand. Je crois que le début de sa mythologie, de l'Allemagne pure, etc., naît à l'opéra. Je sais qu'une œuvre a beaucoup compté et l'a marqué, c'est Rienzi de Wagner, qui est l'histoire d'un homme qui prend le pouvoir et qui fascine le peuple. Et il écoutait tout le temps la musique de Rienzi, et même dans le Blockhaus, à la fin de son existence, sous la terre, il écoutait l'ouverture de Rienzi, parce qu'elle déployait comme ça, je dirais, un espoir dans la réalisation de soi-même. L'idée de l'héroïsme individuel, il était complètement ancré là-dessus. Très tôt, Adolf Hitler développe une haute idée de lui-même. Il se passionne pour l'art et pour la musique, histoire de compenser son enfermement et son isolement maladif. Car l'enfance d'Hitler est une enfance solitaire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. Pas d'amis du tout. Il est incapable de créer un rapport de plein pied ou un rapport harmonieux avec autrui. Il est capable de les assommer physiquement, de les assommer aussi verbalement par des tirades à n'en plus finir. Et la vie d'Hitler, la vie du jeune Hitler, est jalonnée de ces ruptures successives avec des gens qui, ont autre chose à faire que de l'écouter et puis de l'écouter à la fois pérorer ou se plaindre. On connaît un de ses amis qui va le retrouver plus tard à Vienne, qui s'appelle Kubitschek, et il va au théâtre précisément avec ce Kubitschek. La musique, l'opéra, mais surtout le dessin. Très seul, le jeune Adolf se réfugie dans l'art pictural. Par le dessin, activité solitaire, il se crée un monde fantasmatique, un monde imaginaire dans lequel il peut se réfugier. Là aussi, c'est une constante de sa personnalité que le refuge dans l'irréel. Bon, c'est pas un génie à l'école, tout petit Petit, il est bon à l'école. C'est à partir de l'âge de 10-11 ans qu'en fait, il devient mauvais parce qu'au fond, à l'âge de 10-11 ans, il commence à se révolter. Ouais. Hitler en est convaincu, il est génial. Il passe des heures devant son chevalet avec ses aquarelles. Élève assez médiocre, il va petit à petit délaisser l'école. Puis, il va carrément arrêter ses études à 16 ans. Le petit élève Hitler est un feignant. Trop conscient de son génie et de son exceptionnalité, il ne va tout de même pas s'abaisser à lire, à écrire, à apprendre et à faire des exercices comme les autres. Donc les résultats scolaires sont très moyens, voire médiocres, ce qui fait qu'il ne pourra pas aller au gymnasium, il ne pourra pas aller au lycée, il n'ira que dans une Realschule, une école pratique. Alors cet enfant va décider, assez jeune, qu'il veut être artiste, dessinateur. Scandale. Ouais, scandale. Scandale dans sa famille parce que son père le veut fonctionnaire. Et c'est là que Hitler commence à devenir mauvais en classe, parce qu'il ne veut pas faire plaisir à son père. Et en fait, je pense qu'une des clés de la personnalité d'Hitler, c'est de se poser et de s'opposer. Il s'oppose à son père en refusant ce que veut son père, et il prend la pose de l'artiste. Oui, parce que ça n'est qu'une posture. C'est une posture. On ne peut pas dire, à 8 ans, il fait des dessins éblouissants, à 11 ans, il a un chevalet, il peint. On dit qu'il est correctement doué, mais il ne travaille absolument pas. Il ne travaille absolument pas. C'est de la posture. Et il est toujours très, très, très content de ce qu'il fait. Ses couleurs sont bizarres et maladroites, et il pense qu'il a du génie. Ce qu'il ne réussit pas, il croit qu'il le stylise. Convaincu de son indiscutable talent,
est soutenu par Clara, sa mère. Hitler tient tête à son père, dans des affrontements parfois homériques. Il en est sûr, un jour, il deviendra un grand artiste. Hitler, c'est un homme qui s'est opposé à son père et qui s'est vu à travers les yeux de sa mère toute son existence. À l'origine donc, rien dans son histoire familiale ne prédispose le jeune Adolf Hitler à devenir peintre. Il grandit dans un cadre rigoriste, pas très joyeux et plutôt classique pour l'époque. Dans sa famille, cependant, un homme va jouer un rôle particulier. Un homme qui se mettra en travers de la route d'Adolf Hitler. Cet homme, c'est son père, Alois Hitler. Ce matin d'octobre 1908 n'est pas anodin dans la psychologie du jeune Adolf Hitler, parce qu'il sait qu'il doit prendre, qu'il va prendre sa revanche sur son père Alois Hitler. Un père alcoolique, violent, brutal, qui lui a dit un jour « Moi vivant, tu ne seras jamais peintre, jamais artiste ». Son père, Alois, est un fonctionnaire des douanes austro-hongroises. Avec tout l'appareil et l'attirail du fonctionnaire, hein, la paire de moustaches parfaitement brossée, une espèce de virilité nationaliste et impériale, et une dureté de l'éthique professionnelle et une dureté paternelle aussi, puisqu'il estime qu'une famille se gouverne comme un empire à coup de schlag. Moi, vivant, tu ne seras jamais peintre, jamais artiste, jamais artiste, jamais artiste. Alois Hitler, ce père qui s'écroule parfois dès le matin devant un verre de vin blanc, est un alcoolique obtus. Disons-le, il a la main leste avec son fils. Adolf est un enfant battu qui reçoit souvent des coups de ceinture. Mais pour ce père autoritaire, la position sociale est ce qui compte le plus dans l'Autriche-Hongrie de l'époque. Être fonctionnaire des douanes, c'est non seulement avoir une belle réussite sociale, mais aussi un salaire garanti. Lui-même s'est extrait d'un milieu rural, le père, grâce à la fonction publique de l'Empire austro-hongrois, et il veut que son fils soit dans la fonction publique de l'Empire. Oui. Et au fond, par son insistance, il va en partie décider du destin d'Hitler. C'est-à-dire que lui, il se veut libre, donc pas fonctionnaire, et au-dessus de l'autorité du père, au-dessus de la loi. Donc c'est d'abord une révolte d'adolescent, il va se comporter comme un dandy, il va avoir les cheveux longs, il va toujours être habillé en noir. Hitler dandy, non mais ça peut étonner, sidérer ceux qui nous écoutent. Il a eu donc une période dandy élégant. Pour faire le contraire de son père. Ouais. Il avait même une canne à pommeau, enfin un adolescent en canne. Parce que voilà, il se rêvait à notre destin et il s'opposait. Il se posait en s'opposant. Ouais. Pour le jeune homme qui la joue artiste dandy, impossible de devenir fonctionnaire. Impossible aussi d'endosser un jour l'uniforme de l'Empire austro-hongrois. Plus tard, il écrira d'ailleurs dans Mein Kampf « Il me venait des nausées en pensant que je pourrais un jour être enfermé dans un bureau, que je ne serais pas libre de mon temps, mais contraint toute ma vie à remplir des imprimés. » C'est évidemment en réaction violente, très violente, contre ce père lui-même violent, qu'Hitler va développer à l'égard du père, c'est-à-dire de l'Empire austro-hongrois, une haine viscérale. Alois Hitler a donc fait tout ce qu'il a pu, parfois même de façon brutale, pour que son fils, Adolf, emprunte le même parcours que lui et devienne fonctionnaire. Mais la réaction du jeune Adolf va être à l'opposé de ce qu'il cherche à provoquer. Plus ce père insiste, et plus Adolf développe son goût pour l'art. Et pour le jeune homme, le dessin va devenir bien plus qu'une simple lubie d'adolescent. Mais un événement décisif vient bouleverser ce destin. En 1903, Alois Hitler, ce père brutal, meurt, laissant le jeune Adolf seul avec sa mère.
La mort d'Aloïs ouvre le champ des possibles pour Adolphe. Cet événement est une véritable libération. Délivré de ce père oppressant, il revêt de plus en plus fréquemment cette posture d'artiste, de rebelle qui fuit toute forme de vie rangée. Bref, peu à peu, Hitler prend de l'assurance et il se persuade qu'un jour prochain, il sera un grand artiste. Le jeune Adolphe nourrit alors une grande obsession, passer le concours des Beaux-Arts de Vienne. Le jour tant attendu, c'est le 9 octobre 1908. L'enjeu de cette journée est énorme pour Adolf Hitler, car il a promis à sa mère de réussir le concours des Beaux-Arts de Vienne. Sa mère, c'est Clara Hitler, la seule personne qu'il ait toujours soutenue dans son rêve de devenir peintre, malgré les foudres paternelles. Un lien très fort unit la mère et le fils. La jeune femme a pour Adolphe de grandes ambitions, à l'opposé de la vision un peu rétrécie d'Aloïs. Depuis que son mari est décédé, Clara élève seule son fils adolescent, libre de nourrir son rêve d'un grand dessin d'artiste. Le 9 octobre 1908 doit donc être le jour de la consécration. Adolphe ne peut pas décevoir sa mère, il doit lui prouver qu'elle avait raison de croire en lui. Clara Hitler, elle a 29 ans quand naît son fils Adolphe. Il est le 4e enfant à qui elle donne naissance, mais les 3 premiers sont morts, très jeunes. Traumatisée, la jeune femme surprotège son petit Adolphe. Elle l'entoure d'une affection et d'une dévotion presque étouffante. Dans cet environnement familial, avec ce père violent, est-ce qu'elle va être pour lui un fanal, un repère? Ouais. La mère d'Hitler, c'est le regard d'amour qu'il reçoit. Elle est confiante dans le destin de son enfant, elle l'idolâtre. Et elle va lui donner un regard sur lui-même qu'il va garder toute sa vie. Je pense que d'ailleurs, quand il conservait sur lui la photo de sa mère, c'était pas seulement par amour pour sa mère, mais pour avoir toujours ce regard sur lui. Ce regard qui lui disait, tu es le meilleur, tu es un grand artiste, tu peux tout réussir. Parce qu'elle souscrit à son projet. Elle ne lui dit pas, écoute, avec tout l'amour que je te porte, je pense qu'il vaudrait mieux que tu sois un fonctionnaire comme ton père. Non, elle souscrit à son projet, c'est-à-dire, tu peux devenir un grand artiste. Effectivement, elle lui donne la possibilité de partir à Vienne, tout seul, et de tenter l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. Elle finance le projet d'Hitler, donc elle le rêve comme il se rêve. Adolf Hitler développe tous les symptômes de la mégalomanie. D'ailleurs, ces troubles de la personnalité semblent s'être développés très tôt dans l'enfance. C'est un gamin qui a eu une construction psychique assez complexe, hein, avec un tout ou rien, si vous voulez. Le rien, c'est le père, avec la violence physique d'ailleurs. Le tout, c'est la mère, avec la fusion, avec un amour absolu. Et il n'est capable de concevoir les relations humaines que comme cela. C'est le cas dans son enfance, ce sera le cas tout au long de sa vie. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Dans la personnalité narcissique, l'enfant pense qu'il est extraordinaire, mais souvent un des deux parents, voire les deux parents, ont pensé avant que l'enfant était extraordinaire, que ses capacités étaient grandioses et que le monde verra bientôt à quel point son enfant est extraordinaire. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, Adolf Hitler! Encouragé par sa mère, le futur Führer développe alors le fantasme du génie. Il passe son temps à dessiner, et pour lui c'est certain, plus tard, il sera un artiste de renom international. Plus dure sera la chute. Cette certitude aveugle explique que sa vie va basculer lorsqu'il échouera au concours des Beaux-Arts de Vienne en octobre 1908. Ce qui est évident, c'est que la mythologie de l'artiste l'habite. Tout simplement parce que c'est une espèce de recours, de secours pour lui. Il est seul, il n'a pas d'amis, il s'enferme dans une forme de solitude presque autiste, si vous voulez, fusionnelle avec sa mère et sinon avec personne d'autre. Et de ce point de vue-là,
Autant Clara Hitler, la mère, que lui sont bel et bien les enfants de leur temps, c'est-à-dire d'un âge romantique ou post-romantique où l'on exalte la figure de l'artiste, du génie solitaire, et solitaire parce que génial. La mère d'Hitler, en l'aimant de façon démesurée et en le couvant trop, l'entretient dans ce sentiment de la toute-puissance. Une mère qui est trop aimante et surprotectrice peut donner à l'enfant l'impression qu'il est l'enfant roi. Justement, c'est là qu'on retrouve la personnalité narcissique. S'il est roi, il n'a pas de règles, il est les règles. Mais attention, il a toujours une structure narcissique sous-jacente qui était déjà présente chez l'individu. Donc une mère surprotectrice, oui, est un déclencheur, mais pas uniquement. En psychologie, tout est plurifactoriel. C'est dans le dialogue, c'est dans la dialectique affective, gestuelle et verbale avec la mère que tout cela s'est construit. Si sa mère elle-même ne l'avait pas compris, il serait devenu, pour le coup, cliniquement fou. Alors, Hitler commence à croire en la réalité de son imposture. Il a une confiance démesurée en ses propres capacités, si bien qu'en 1906, il prend la décision de partir à Vienne, avec un seul but, passer le concours des beaux-arts et vivre sa vie de bohème. La capitale austro-hongroise est terriblement attirante, car c'est une grande ville, anonyme, et là, Hitler pourra jouer de son personnage, il pourra mentir plus facilement. En un mot, Vienne est le cadre idéal pour qu'Hitler organise l'ascension qu'il pense tant mériter. Clara Hitler, elle n'est pas très regardante parce qu'il lui explique qu'il doit aller à Vienne pour étudier les monuments. Elle dit un peu oui à tout. Elle dit ça. Et c'est une maman un peu naïve. Elle est naïve et lui est menteur. Donc non, il ne dit pas la vérité. Il entretient déjà une image de son excellence auprès de tous ses proches, auprès des quelques amis qu'il a, auprès de sa mère. Et c'est basé sur rien, mais il le fait croire. Plus rien ne semble pouvoir arrêter le jeune Hitler dans son délire. Dans la personnalité mégalomane, la personne, l'individu, se ment à elle-même et aux autres. Mais elle ment aux autres puisqu'elle se ment d'abord à elle-même. Elle se voit comme une personne extraordinaire, hors du commun. Les personnalités mégalomanes pensent que ce sont des dieux. Lorsqu'il prend la route pour Vienne en 1906, Hitler est loin de s'imaginer qu'il devra affronter une réalité cruelle. Il a à peine 18 ans et il se sent tellement supérieur que pour lui, le concours des beaux-arts n'est qu'une formalité. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Hitler sera si traumatisé par cet échec. En ce milieu d'après-midi du 9 octobre 1908, Hitler a décidé de prendre son temps. Alors il flâne, il musarde. Il s'arrête d'ailleurs sur un pont de Vienne pour dessiner et peindre. Il faut dire que, depuis la mort de son père, 5 ans auparavant, Hitler vit pleinement et librement sa vie de bohème. Il s'installe à Vienne, devenue en ce début de XXe siècle la capitale européenne des arts. Cette jeunesse insouciante, cette vie d'artiste qu'il mène va marquer le jeune Adolf Hitler à tout jamais. En 1906, Adolf Hitler a 16-17 ans. Il arrive à convaincre sa mère, veuve depuis peu, de le laisser partir à Vienne, la capitale. Oui. Il arrête l'école et prétend rentrer dans une autre école. Il croit sincèrement d'ailleurs qu'il va y rentrer parce qu'il est totalement confiant dans ses dons de dessinateur. Le départ vers Vienne, c'est d'abord une réponse à un appel, à une vocation, au sens littéral du terme, un appel à vivre une vie d'artiste qui est avant tout pour lui une vie de bohème. En l'occurrence, il va passer son temps à se prélasser grâce
Au décès de son père, il jouit d'un petit pécule, sous forme d'héritage, qu'il va tout simplement manger en petit bourgeois parasite qui ne fait rien de ses journées, sinon griffonner, aller à l'opéra, visiter des monuments et des musées. C'est la vie qu'il mène à Linz, c'est la vie qu'il mène ensuite à Vienne, mais véritablement, c'est moins un projet professionnel, concret, que le choix d'une forme de vie. Lorsqu'il rejoint Vienne, adolescent, Hitler pense aller vers son destin. Il compte bien faire la démonstration devant le monde entier de l'artiste majeur qu'il est. Vienne, à ce moment-là, est une capitale qui connaît une très forte expansion. On va avoir des mélanges de cultures qui, du coup, vont permettre un mélange de ressources artistiques importantes avec différentes cultures qui vont se mélanger, qui vont s'inspirer. Et puis, on a une population bourgeoise importante, riche, qui du coup va devenir mécène de ces artistes, très libérale, donc qui va plutôt aller vers des artistes qu'on n'a pas vus jusque-là, qui va se détourner de l'art académique pour aller vers cet art avant-gardiste. La Vienne de l'époque, c'est the place to be. La capitale où il faut être quand on est artiste. On y croise tous les grands de l'art moderne, comme Gustav Klimt, qui vient de créer le mouvement de la sécession. Hitler y construit son personnage, il y nourrit sa mythologie en fréquentant des cafés et en jouant au dandy. Hitler fréquentait les cafés, oui, mais pas les mêmes cafés que ceux de ses artistes. Que ce soit le café Central, le café Grünsteidl, etc., il ne les fréquente pas. Donc, il n'a pas d'occasion de rencontrer ces grands artistes. Hitler n'est absolument pas au courant de ce qui se passe artistiquement à l'époque. Vienne, avant la Première Guerre mondiale, c'est l'époque de la sécession, ce mouvement artistique d'art nouveau, très, très novateur, auquel il est totalement étranger. Pour l'artiste Hitler, pas de transgression esthétique. La peinture doit être celle des paysages de cartes postales. Il ne faut surtout pas s'émanciper des codes classiques dictés par l'académisme. Ce qu'il a essentiellement fait, ce sont des aquarelles. Ce sont des sujets qui sont extrêmement académiques et peu recherchés. On va avoir des natures mortes, on va avoir quelques architectures, une vision très classique, très ennuyeuse, en fait, de ce que devrait être l'art. Pour parler clair, Adolf Hitler est dans le déni total de ce qu'est l'art de son époque. Il croit que lui seul est un véritable artiste, et d'ailleurs pour lui, les autres sont forcément des imposteurs. Contrairement à la peinture en vogue à l'époque, le trait d'Hitler est très simpliste, le jeune homme se contente de reproduction, il choisit toujours des motifs simples, des fleurs, des ponts, car Hitler n'a pas d'univers propre. Et ce qui est aussi très frappant, c'est qu'il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'êtres humains. C'est quand même très très intriguant, cette absence totale d'humanité dans ses productions artistiques. Ce qui tranche vraiment avec ce que l'on voit à Vienne à cette époque-là, qui est quand même la grande ville de la psychanalyse avec Freud, où on va s'attacher effectivement à une interprétation artistique de l'intériorité, de l'individu, où on va avoir beaucoup de figures humaines, des portraits, des corps dénudés, des choses vivantes. Et du coup, on peut très bien imaginer qu'il ignore sciemment ce qui est en train de se passer à ce moment-là en art, en psychanalyse et en fait dans la modernité viennoise. Peu de temps après son arrivée à Vienne, et convaincu qu'il va vivre ici la grande vie d'artiste, Hitler écrit à son ami August Kubitschek de Linz afin de le convaincre de le rejoindre dans la capitale de l'Empire austro-hongrois. Et les deux hommes vont finalement prendre une chambre dans une petite pension de famille à Vienne. Kubitschek veut devenir chef d'orchestre, compositeur. D'ailleurs, Hitler hésite, se demande s'il ne va pas non plus lui aussi devenir compositeur, parce que comme il n'a pas de doute. Ouais. Et puis finalement, il se rend compte que c'est quand même un peu compliqué. Donc non, il sera artiste peintre. D'accord, il sera artiste. Voilà. Alors, il vit où? Dans une petite pension de famille? Parce que tout ça n'est pas folichon, c'est assez modeste. Oui, c'est même un peu minable. Ouais. Voilà, c'est la pension de famille qui sent la cuisine, avec la logeuse pas toujours sympathique, et juste là pour récupérer l'argent. Quelle est sa vie quotidienne? Il ne suit pas de cours? Il suit pas de cours? Non, très très peu de cours.
et puis en fait, il se lève vers midi, il ne travaille pas, il s'habille comme un artiste, il est persuadé qu'il l'est. Il se vit dans un miroir. Il acquiert d'ailleurs déjà des habitudes dont il ne se défera pas une fois qu'il sera devenu le maître du Reich. Et jusqu'au bout, hein, on verra que c'est quelqu'un qui multiplie les grasses matinées, les séances de projection de films cinématographiques dans son cinéma personnel, et qui n'accorde absolument aucune importance au travail concret. C'est donc dans un dilettantisme total qu'Hitler se présente au concours des Beaux-Arts de Vienne en 1907 pour la première fois. Alors que ses camarades ont préparé le concours, lui arrive, confiant, les mains dans les poches. Il a glissé dans sa besace quelques-unes de ses aquarelles, comme le demande le règlement du concours. Mais surprise, ça ne fonctionne pas. Son travail est jugé insuffisant. Hitler est recalé. Il n'analyse pas son échec. C'est-à-dire, il ne comprend pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon dans son travail. Il ne se met pas au travail véritablement après ce premier échec. Il attend le deuxième concours comme la possibilité de réussir, parce que de toute façon, il doit réussir. Donc, il est ce genre d'étudiant, au fond, extrêmement paresseux. Adolf Hitler ne comprend pas son échec. Ce sont forcément les autres qui ont tort et qui n'ont pas su voir l'immensité de son talent. Alors, il se convainc que ce premier concours n'était qu'un coup d'essai, qu'il se représentera l'année suivante et que cette fois, vous verrez, ça passera. La personnalité mégalomane ne connaît pas l'échec puisqu'en fait elle ne le reconnaît pas. Si elle échoue, c'est forcément une erreur de parcours, quelque chose qui s'est mal passé, qui n'est pas dû à elle mais aux autres. Et rien ne peut arrêter une personnalité mégalomane puisque c'est une psychose, c'est un délire et il se prend pour un dieu. C'est un tournant dans l'histoire d'Adolf Hitler. Le futur dictateur a honte d'avoir été recalé. Il ne veut pas voir la réalité. Il reste persuadé que son destin l'attend et qu'il deviendra quand même un grand peintre. Alors, le 9 octobre 1908, Hitler se présente à nouveau, confiant, devant un jury de professionnels de la peinture qui doit juger une fois encore la qualité de ses travaux. Une année s'écoule, et donc il y a la possibilité de présenter le concours des Beaux-Arts une deuxième fois. On a droit à 2 fois, donc il se représente une deuxième fois. Mais dites-vous, sans avoir bossé, sans avoir travaillé? Non, non, non. Et d'abord, il très symptomatique, il a caché à ses proches qu'il avait raté la première fois. Y compris à sa mère. Y compris à sa mère. Il ne dit pas à sa mère, maman, enfin il ne lui écrit pas, j'ai raté les Beaux-Arts. Non, non, il lui cache totalement la vérité. Il cache la vérité à Kubitschek aussi. C'est quelqu'un qui a une tellement haute idée de lui-même qu'il ne peut pas dire la vérité. Et il continue à entretenir les autres dans la haute idée qu'ils ont de lui grâce à lui. Mais en fait, sa mère, Clara Hitler, est atteinte d'un cancer du sein. On l'a dit mourante. Hitler fait plusieurs allers-retours à son chevet, parcourant à la hâte le trajet qui sépare Linz de Vienne. Il l'entoure de ses soins comme il peut. Mais le 21 décembre 1907, Clara Hitler meurt, Adolf est terrassé. Le décès de sa mère est pour lui un choc terrible. Il y a à ce sujet un point qui peut être précisé, c'est que le médecin qui a suivi sa mère était un médecin juif. Il a dit par la suite qu'il n'avait jamais vu de fils atteint par la mort de sa mère comme l'avait été Adolf Hitler. La douleur est insupportable pour le jeune homme. Clara Hitler meurt à quelques mois de la consécration que mère et fils attendaient. Elle qui avait tant rêvé de voir son fils chéri devenir un grand peintre. Mais après tout, elle s'éteint en pensant qu'Hitler, son fils, était sur le point d'entrer dans la prestigieuse académie. Désormais, Adolf Hitler n'a plus le choix. Maintenant que sa mère est morte, il doit respecter sa promesse. Il doit devenir un grand artiste. C'est devenu son unique but. Il sera artiste ou ne sera pas.
Alors, pour respecter l'ultime souhait de Clara, sa mère, ce 9 octobre 1908, Adolf Hitler se présente pour une deuxième et dernière fois aux Beaux-Arts de Vienne. Mais une fois encore, Adolf Hitler est tellement sûr de son talent, de son génie, qu'il ne prépare rien du tout. En fin d'après-midi, les résultats tombent. Hitler apprend qu'il est recalé. Pour le jeune homme, c'est un cataclysme. Ses projets s'effondrent littéralement. Son histoire bascule, l'histoire bascule. C'est à ce moment-là que débute pour Hitler une vie d'errance dans Vienne. Lui, qui se croit un génie visionnaire, commence à fréquenter des cafés réactionnaires. Il commence à nourrir des idées antisémites et, pour gagner 3 sous, Hitler va essayer de vendre quelques aquarelles sans grand succès. Son rêve, devenir artiste peintre, s'efface peu à peu. À partir de ce moment-là, plus rien ne sera comme avant pour Adolf Hitler. Et donc, ce 9 octobre 1908, un chapitre très important de la vie d'Adolf Hitler va se refermer définitivement. Écoutez bien, très malhabile, composition confuse, ignorance des techniques, imagination conventionnelle, les raisons de son refus sont claires. Le travail d'Hitler est jugé insuffisant et surtout médiocre par les professeurs. Le futur Führer voit enfin la réalité en face. Il y a un terme en allemand, ungenügend, ce qui veut dire insuffisant. Les membres du jury le trouvent insuffisant. Point à la ligne. Ungenügend, ungenügend, ungenügend. Ce qui est frappant dans les aquarelles d'Hitler, c'est qu'elles sont extrêmement banales. Même dans leur facture, rien ne les différencierait d'autres aquarelles faites par des amateurs qui font de l'aquarelle le dimanche pour se détendre. Le jury est sans appel. C'est terminé pour Adolf Hitler, il n'aura pas de 3e chance. Le futur Führer était tellement sûr de réussir qu'il n'avait pas imaginé être recalé. Plus tard, il confiera dans Mein Kampf « J'étais si persuadé du succès que l'annonce de mon échec me frappa comme un coup de foudre dans un ciel clair. » L'interprétation qu'il en fait est très très révélatrice. Parce qu'on ne devient pas un tyran, un despote, un dictateur et un assassin parce qu'on a raté un concours. Mais lui va avoir une interprétation délirante de son échec. D'abord, il va aller protester, il va demander des explications. Au jury. Oui, exactement, au recteur, etc. Et puis, il en conclut qu'il est un génie, mais que les autres ne s'en rendent pas compte. Il a tellement honte de ce 2e échec qu'il ne le dit même pas à celui qui partage sa chambre d'étudiant, Kubitschek. Il n'ose pas lui dire. Il file à l'anglaise pendant que Kubitschek n'est pas là. Pas de témoin de sa déconfiture. Ouais. Il s'en va. Et Kubitschek, il le reverra des années plus tard, lorsqu'il ira en tant que chancelier de l'Allemagne à Bayreuth. Kubitschek est devenu un chef d'orchestre de seconde zone et il va inviter Kubitschek à venir à Bayreuth avec lui. Là, tout d'un coup, il le recontacte. À partir de ce jour, tout bascule. La blessure d'amour-propre est tellement béante qu'Hitler préfère garder cet échec secret. Il sombre dans l'indigence. Il va vivoter d'appartement en appartement, sans amis. Petit à petit, Hitler s'enfonce dans un délire profond et commence à nourrir une rancœur et une haine pour autrui. Dans le déni de réalité, ce sont les autres qui ont tort, jamais nous, puisqu'on est déjà un être accompli, supérieur. Donc ce sont les autres qui se trompent et les autres sont un obstacle à anéantir, à détruire. Qu'est-ce qui bascule chez Hitler? Qu'est-ce qui bascule? C'est la fin des illusions? Quel chapitre se referme vraiment après cet échec à l'école des Beaux-Arts? Ce qui se met en place, c'est la frustration. Et Hitler est impossible à comprendre sans ce thème de la frustration. Il n'est pas celui qu'il veut, il n'est pas le maître du monde. Et je pense qu'il y a après, dans son déploiement comme homme politique, quelque chose d'un artiste raté qui veut justement tout contrôler,
Il va regarder la société dans le cadre du tableau. Il va vouloir que tout soit à sa place, que tout rentre et que tout lui obéisse. Je crois qu'il y a une obsession de totalitaire et de maîtrise qui vient de sa vocation de peintre raté. Je crois que véritablement ce ratage est un des principes d'explication, voire à l'origine, la faille à l'origine de sa conception du politique. Et je dirais qu'au fond, il va un peu jouer l'artiste maudit dans les années qui suivent, puisqu'il va vivre de rien, parfois dans la rue, parfois dans des asiles pour mendiants, pour clochards. Mais je crois qu'il se reconnaît finalement dans cette figure de l'artiste maudit et pas reconnu. Pendant quelques années, Hitler joue l'artiste rejeté. Il trouve refuge dans des foyers pour sans-abri, il vit de la charité et peint quelques cartes postales de Vienne à ses heures perdues. Mais là encore, ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Il peine à gagner quelques sous grâce à la vente de ses œuvres. Autant jusqu'ici, les échecs accumulés étaient autant de confirmation de son génie, autant là, ça commence à faire beaucoup. Pour la première fois de son existence, Hitler doute. Il se prend à détester Vienne et surtout ses artistes qui réussissent. Gustav Klimt et les avant-gardistes qui sont exposés dans les galeries lui rappellent qu'il a tout raté. Mais il faut bien voir que Vienne est au minimum double à l'époque, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une société multiculturelle, il y a de grandes figures de la culture, de l'intelligentsia, de la médecine qui sont des figures juives, il y a une modernité qui s'invente à Ce qui à va Vienne. devenir, ce qui va appeler l'art dégénéré, est déjà là. Voilà, Ouais. donc il y a tout ça, mais en même temps, le maire de Vienne est un terrible antisémite, un réactionnaire absolu. Vienne, c'est tout ça. D'ailleurs, à toute époque, Vienne, c'est à la fois le pire et le meilleur, aujourd'hui encore. Hitler comprend que son destin bascule, il comprend qu'il ne sera pas ce peintre génial. Alors, il commence à s'entourer de gens aux idées réactionnaires et antisémites. Hitler lit en abondance la littérature antisémite qui prolifère dans la Vienne de cette époque. Il se nourrit d'une presse à bon marché, on dirait aujourd'hui d'une presse de caniveaux politiques issus de l'extrême droite autrichienne de l'époque. Cette extrême droite autrichienne qui s'inquiète de la submersion de l'élément germanique par toutes les nationalités de l'Empire, auxquelles on donne de plus en plus de droits. Il se nourrit de tout cela et il commence peu à peu à construire une vision du monde assez paranoïaque, un monde entouré d'ennemis qu'il partage avec ses camarades d'infortune, ses camarades de chambrée, qui retiennent de lui le souvenir d'un monologueur compulsif et véritablement assommant. Und damit den Verrat gerade an der Klasse auf einer Ebene. Il est brillant quand il exprime sa frustration. En gros, quand il est en colère, rhétoriquement. D'ailleurs, il n'est pas très bon pour clamer sa joie, son bonheur, etc. Mais quand il est là pour parler de la colère, de la détestation, de la haine, dialectiquement, là, il est bon. Hitler n'a qu'un talent, le talent de la haine. Le talent de la peinture, il ne l'a jamais eu. Le talent de la rhétorique, il ne l'a pas non plus. Effectivement, quand il faut être gentil ou parler de choses indifférentes, il bafoue, il ne fascine personne. Mais une fois qu'il est habité par la rancœur, par la frustration, par la haine, il devient un orateur brillant. Il a le génie de la haine. Donc, Adolf Hitler poursuit une vie d'errance qui va durer plusieurs années, pendant lesquelles il alimentera sa rancœur. Car il en est convaincu, s'il en est arrivé là, ça n'est pas de sa faute, mais celle de l'Académie des Beaux-Arts qui l'a refusé, qui n'a pas compris son talent. En 1913, lassé de la vie viennoise, Hitler s'installe à Munich où il construira plus tard son personnage politique. Se dessine petit à petit le dictateur qui apparaîtra au grand jour au début des années 30. Ce 9 octobre 1908 marquera profondément le futur dictateur nazi, car
À compter de ce jour, Hitler se sentira toujours incompris. Il aura toujours une haine profonde envers l'élite artistique viennoise. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, les peintres de Vienne, notamment les peintres juifs, subiront l'épuration menée contre l'art moderne, contre l'avant-garde, bref, ce que les nazis appelleront l'art dégénéré. Dégénéré au sens d'une race en perdition, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être, ce qui donne un mauvais exemple. Hitler va brûler toute la production artistique, culturelle, qui ne fait pas l'éloge de sa vision du monde germanique et nazi. Il organise, par exemple, de grands autodafés des livres de Zola ou de Freud. Autant on peut se permettre avec des livres de brûler, de faire des cérémonies à bon compte, autant pour les œuvres d'art, les nazis savent compter, si vous voulez. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ont besoin d'argent, ce sont des prédateurs, ils savent compter. Donc on brûle quelques tableaux pour la galerie, si vous voulez, c'est le cas de le dire, mais on garde aussi un contingent très important d'œuvres d'art dites dégénérées pour les vendre sur un marché parallèle. Et ça, cette vente-là, ça fait des devises, évidemment, pour le Reich qui en a très très grandement besoin. Bien sûr, Adolf Hitler ne sera jamais le grand artiste qu'il s'était rêvé d'être. Mais il va penser la politique comme un art, comme une œuvre au milieu de laquelle il se voit, lui, élément central, homme exceptionnel, démiurge doué d'un destin hors du commun. Un fantasme d'adolescent un peu mièvre, un rêve un peu naïf, ou plutôt un cauchemar.